l'appel du livre. Tu es assis dans un café. Autour de toi, les conversations s'entremêlent doucement. Une odeur de café chaud flotte dans l'air. Dehors, les voitures glissent sous la pluie. Le monde continue de vivre autour de toi. Alors tu t'installes un peu plus confortablement. Tu ouvres un livre, tu lis quelques lignes, puis quelques pages, juste quelques pages. Et soudain, quelque chose bascule. Le café peu à peu disparaît. Les voix deviennent lointaines, le bruit des tasses s'efface. À la place, tu entends le bois d'un navire craquer sous une mer agitée. Le vent frappe les voiles avec violence. L'air devient plus froid, plus humide, plus lourd. Tu sens presque le sel sur ta peau. Au loin, des vagues noires viennent s'écraser contre la coque dans l'obscurité de la nuit. Et sans même t'en rendre compte, tu viens d'embarquer dans le serpent des mers de Zila Rosa. Et c'est précisément ce que j'aime avec ce roman. Il n'a pas été écrit simplement pour être lu, il a été écrit pour envahir ton imagination, pour t'absorber complètement, pour te faire oublier l'endroit où tu es et t'emmener ailleurs. Et honnêtement, il le fait très bien. Mais avant de parler de cet univers de tempêtes, de pirates et de légendes marines, il faut d'abord parler de la femme qui a créé tout cela. Zila Rosa. Elle fait partie de cette nouvelle génération d'autrices françaises qui sont en train de transformer la romantaisie francophone. Ce qui frappe chez elle, c'est que rien dans son travail ne semble laissé au hasard. Effectivement, avant de devenir autrice, elle a étudié la communication. Et honnêtement, ça se ressent énormément dans sa manière de construire son univers. Elle comprend comment créer une ambiance, comment provoquer une émotion, comment faire en sorte qu'un lecteur ne tourne pas simplement les pages, mais reste physiquement connecté à ce qu'il lit. Et ce qui est fascinant, c'est le travail colossal qu'elle a fourni pour son roman. Elle a expliqué avoir entièrement réécrit son histoire plusieurs fois. 3 réécritures majeures. Des mois à reconstruire son univers maritime, à retravailler le lore, les créatures, les équipages, les routes maritimes, les légendes. Et elle a même raconté avoir dû trouver comment intégrer naturellement près de 30 pages d'histoire et de mythologie dans son récit sans casser le rythme. Et c'est précisément ce qui rend son univers aussi vivant. Parce que quand tu lis ce livre, tu ne vois pas seulement un décor de pirate posé là pour faire joli. Tu sens que ce monde existe. Les océans semblent immenses, dangereux, presque vivants. Les navires grincent. Les tempêtes deviennent oppressantes, les ports sentent l'humidité, le bois mouillé et le rhum. Et surtout, ces personnages ont quelque chose de brutalement humain. Zila Rosa, par exemple, aime les personnages complexes. Elle cite Suzanne Collins, Holly Black, Fahrenheit 451, La ferme des animaux. Et on comprend immédiatement que ce qu'elle cherche dans ces histoires, ce sont des personnages moralement ambigus, des émotions extrêmes, des rapports de force permanents. D'ailleurs, ces héroïnes ne sont pas parfaites. Elles sont blessées, en colère, obstinées. Et l'une d'elles, Galia Draken, en est l'exemple parfait. Et puis, vient le moment où le roman t'attrape vraiment. Pas dès la première page, pas dès les premières lignes, pas avec quelque chose de spectaculaire, non. Il t'attire lentement comme une marée. Tu commences à suivre Galia Draken, qui est capitaine du Red Shell, une femme redoutée, forgée par la colère, qui avance dans un monde où les océans appartiennent aux hommes, aux pirates et aux monstres. Et très vite, tu comprends que Galia ne cherche pas simplement un trésor. Elle cherche une place, un pouvoir, une manière d'exister dans un univers qui essaye constamment de la briser. Et Zila Rosa réussit quelque chose de très fort avec ce personnage. Parce que Galia n'est jamais idéalisée. Elle est dure, parfois froide, souvent impulsive, elle fait des erreurs, elle provoque, elle refuse de montrer ses failles. Mais plus on avance dans le roman, plus on sent les blessures qu'elle transporte derrière cette rage permanente. Et c'est ce qui rend le personnage vivant. Et puis, il y a Knox Whitley, le roi des pirates. Et honnêtement, chaque scène où il apparaît change immédiatement l'atmosphère du livre. Parce que Knox,
n'est pas écrit comme un simple love interest. Il est dangereux, mystérieux, toujours en contrôle. On ne sait jamais réellement ce qu'il pense, ni jusqu'où il est prêt à aller. Entre lui et Galia, il n'y a pas de romance immédiate. Il y a d'abord la méfiance, l'orgueil, les affrontements. Les dialogues ressemblent presque à des batailles, chaque échange devient un rapport de force. Et pourtant, là, au milieu de cette haine, quelque chose commence lentement à se fissurer. C'est une romance slow burn, dans ce qu'elle a de plus efficace. Les émotions montent progressivement, les tensions s'installent, les regards deviennent plus importants que les gestes. Mais pour moi, ce qui rend le roman vraiment immersif, c'est l'univers maritime. Zillarosa a pris le temps de faire vivre les océans. On découvre les équipages, les hiérarchies pirates, et les légendes marines, les ports dangereux, les traversées sous tempête, et surtout, cette sensation permanente que la mer peut avaler tout le monde à n'importe quel moment. Certaines scènes d'ailleurs donnent presque l'impression d'être dans un film. Tu vois les lanternes bouger sur le pont pendant la nuit. Tu les entends. Tu entends aussi les cordages claquer sous le vent. Tu sens le froid humide des traversées. Et parfois, sous l'eau noire, tu as même l'impression que quelque chose semble observer le navire. Parce que le roman ne parle pas seulement de pirates. En effet, il parle aussi de créatures marines, de mythes anciens, d'un monde rempli de secrets. Mais plus Galia avance vers le trésor lié à Eloria, plus l'univers devient dangereux. Et ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est que le livre garde toujours une tension constante. Il y a la quête, certes, la survie, les alliances fragiles, les secrets, les trahisons possibles, mais il y a surtout cette impression que personne n'est réellement en sécurité. Et au milieu de tout ça, eh bien, l'autrice écrit énormément sur les émotions humaines. Le besoin de contrôle, la peur de dépendre des autres, la colère, le désir, la solitude, la confiance qu'on refuse d'accorder. Tu t'aperçois finalement que Le Serpent des mers n'est pas seulement une histoire de pirates. C'est un roman sur des personnages qui essayent de survivre à leur propre tempête intérieure. Ce sont des personnages brisés. Et quand tu refermes le livre, ce n'est pas seulement l'univers que tu gardes en tête, c'est surtout eux, Galia, Nox et les autres, leur silence, leur affrontement, et cette mer immense qui semble toujours être prête à les engloutir. Et finalement, je pense que c'est ça la vraie réussite du Serpent des mers. Car ce n'est pas un livre qu'on lit pour passer le temps. C'est un livre qui t'embarque, qui prend ton esprit, qui t'isole du monde pendant quelques heures et qui remplace le bruit de la ville par celui des vagues, qui fait naître cette étrange sensation d'avoir vécu quelque chose alors qu'on était simplement assis dans son fauteuil ou dans un café avec un livre entre les mains. Et quand on le referme, il reste encore quelque chose. Le goût du sel dans la bouche, le souvenir des tempêtes, la mémoire de ce vent qui soufflait dans les cordages du navire, les silences entre Galia et Nox, cette tension permanente entre les différents personnages, cette mer immense qui semblait respirer entre les pages. Tu l'entends, cette mer qui frappe contre la coque du navire. Et c'est ce genre de roman qu'on commence pour voir et qu'on finit à 2h, peut-être même 4h du matin en se disant « encore un chapitre, un dernier pour la nuit ». Alors, si Le Serpent des mers attend déjà dans votre pile à lire, ne le laissez pas prendre la poussière plus longtemps. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, alors moussaillons, préparez-vous simplement à une chose. Ouvrir ce livre, c'est accepter de disparaître dans un monde réel pendant quelque temps.